Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Dans cet épisode 18, nous accueillons Jonathan Léger-Raymond, praticien en Ayurveda et herboriste au Québec. Le thème que nous aborderons avec Jonathan est celui du système nerveux et des troubles qui lui sont liés, tels que l'insomnie, le stress, le burn-out. Bonne écoute! Bonjour Jonathan et bienvenue dans le podcast Ayurveda. Bonjour. Alors Jonathan, tu es thérapeute en Ayurveda et herboriste, accrédité par la Guilde des herboristes du Québec. Tu es cofondateur du centre ayurvédique Espace Ayurveda à Montréal et tu es présent sur le web à travers tes articles autour de l'Ayurveda, que ce soit sur ton site Ayurveda Révolution et aussi sur d'autres plateformes. Alors, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. On va te faire connaître auprès de l'ensemble des auditeurs francophones puisque tu nous viens du Québec. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours pour en arriver à l'Ayurveda? Oui, absolument. Merci de me recevoir. Mon parcours qui m'a amené vers l'Ayurveda, c'était d'abord un voyage, d'abord une exploration. Je suis parti, en Inde évidemment, mais ça peut être ailleurs. Et puis, comme une histoire, la partie peu originale de l'histoire, c'est j'ai eu une grave dysbiose. J'ai eu une maladie, par exemple, intestinale, où j'avais des problèmes, je perdais du poids, j'avais un parasite probablement. Et je crois que les antibiotiques avaient échoué, ou je ne sais pas si ça remonte à loin, mais j'ai fini par me faire soigner par un médecin traditionnel là-bas. Et il y avait une barrière de langage qui est habituellement pas là en Inde, mais à ce moment-là, la personne ne parlait pas vraiment anglais, puis moi, je parlais pas sa langue. Puis, c'est vraiment par la lecture du pouls que j'ai été évalué. Puis évidemment, ça pique la curiosité de cette mystérieuse lecture du pouls. Et ça m'a donné un défi intellectuel. Là. Je me suis dit, ça a fonctionné. Puis, comment ça a fonctionné ou comment il a pu savoir ce que j'avais, j'ai aucune idée précisément. Puis, les remèdes ont fonctionné par la suite. Donc, ça a piqué ma curiosité, puis ça a démarré une recherche pour moi. Puis, c'est arrivé aussi dans une période où où je revenais au pays, puis ma mission de vie, ma voie, je savais pas en fait par où partir, par où démarrer. J'avais des ambitions en politique internationale, j'étais un révolutionnaire dans l'âme, puis je me suis dit, je vais être malheureux, en fait. Je vais être malheureux dans ce chemin-là parce que je vais peut-être passer ma vie à travailler sur des dossiers que quelqu'un d'un coup de téléphone va annuler tout mon travail, puis ça va être terminé. Donc, la santé naturelle, au début, c'était presque par défaut. Ou bref, je me suis retrouvé un peu en rade au Québec à me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais arriver à faire partie des solutions, puis pas participer aux problèmes. Puis les racines des problématiques dans notre société sont tellement larges que je savais pas où me placer. Tu sais. Puis c'est devenu la médecine naturelle est devenue une idée. Une façon, je me disais, une voie personnelle, mais aussi une voie pour aider à changer les choses, mais peut-être une personne à la fois, ou de façon un petit peu plus... puis aussi avec des récompenses un peu plus ponctuées plus souvent. Donc, revenu au Québec, j'ai été étudier l'herboristerie. C'est là que je suis devenu herboriste. Ça s'est fait... je suis retourné en Inde avant la fin de mes études, mais d'abord, j'ai commencé par les études ici.
Et ensuite, je suis retourné en Inde étudier l'Ayurveda. Puis ça, je l'ai fait de façon plus par mentorat, de façon autodidacte. Je ne l'ai fait pas en académie. Simplement parce qu'en Inde aussi, soit qu'il y a des formations plus pour les touristes qui sont plus courtes, puis un peu moins, peut-être pas, c'est pas nécessairement très exhaustive, mais de l'autre côté, vous avez des formations de 5 ans à l'université, puis ensuite, il faut faire 3 ans pour le Panchakarma, puis je me voyais pas faire ça. Donc, voilà, en résumé, je pourrais élaborer un peu plus, mais peut-être que vous pourriez m'orienter vers une partie de mon histoire, parce que il y a eu le mentorat aussi en Inde, donc il y a plusieurs éléments qui sont venus dans mon parcours comme ça. Et donc, du coup, tu pratiques maintenant en tant que thérapeute ayurvédique sur Montréal? Oui, c'est certain que n'importe qui peut s'afficher thérapeute ayurvédique demain matin, parce qu'il n'y a pas du tout de réglementation par rapport à ça. Donc, moi, ma forme de reconnaissance officielle se fait par la Guilde des herboristes, que le public ne connaît pas non plus. Donc, ça c'est plus pour moi. Bon, moi, je suis fier d'être accrédité par eux. Je sais que ça a de la valeur et tout. Mais pour pouvoir émettre des reçus d'assurance, puis pour pouvoir, face au public plus large, je souscris, en fait, j'ai 2 ordres professionnels, la Guilde des herboristes et aussi un ordre de naturopathes, qui, eux, c'est une très bonne compagnie, mais bon, je leur envoie mes heures de cours et ils m'approuvent, puis de titre. Il y a moins de tests, il y a moins il y avait toute une entrevue, il y avait un dossier à monter avec la Guilde des herboristes. Donc, moi, je pratique enfin comme naturopathe, si on veut. Mais je peux me donner le titre que je veux. Ça va dépendre des gens que je vais rencontrer. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop la santé naturelle, je vais juste dire naturopathe. Sinon, je vais dire herboriste. Sinon, je peux dire thérapeute ayurvédique. Tout ceci est vrai, mais mes reçus sont en naturopathie. OK. On te reçoit aujourd'hui, Jonathan, plus particulièrement pour discuter d'insomnie, de troubles du système nerveux et aussi de burn-out. Okay. Donc, au sein de l'espace Ayurveda, tu organises des ateliers thématiques. Oui. Et l'un des thèmes que tu abordes, c'est les troubles du système nerveux qui peuvent se traduire par de l'insomnie, du stress, de l'anxiété. Le système nerveux, c'est l'un des tissus qui constituent le corps humain. On l'appelle d'ailleurs Majjadhatu en Ayurveda. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle? Absolument. Juste préciser, peut-être Majjadhatu, il parle de la moelle. Puis dans ce grand chapeau-là, il y a le système nerveux qui est un peu qui fait partie de la moelle en ce sens de ce qui passe à travers les os. Donc, oui, ça fait partie des tissus de l'Ayurveda. Mais quand on les lit rapidement dans les cours, des fois, on se dit, mais il est où le système nerveux? Puis on apprend qu'il est sous Majjadhatu, effectivement. Puis, c'est un tissu, c'est aussi un système. Donc, il y a l'aspect structure, il y a comme le tissu lui-même, le cerveau lui-même, les nerfs eux-mêmes. À ce moment-là, on va le traiter via la théorie ou via l'approche par les dhatus en Ayurveda, c'est-à-dire que c'est toutes des fonctions de nourrissement ou de carence de nourrissement. Donc, soit on se retrouve à manquer de vitamine B, manquer de calcium, manquer de magnésium et tout, ou soit on a suffisamment de nutriments, puis on arrive à les apporter aussi au cerveau, à les digérer et tout. Il y a aussi tout l'aspect systémique, c'est-à-dire l'aspect dynamique. Le système nerveux est en relation, évidemment, c'est lui qui fait la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y a toute une dynamique qui touche à un paquet d'autres systèmes. C'est fou, le système nerveux touche à tous les systèmes, enfin, presque. Je n'ai pas fait le tour dans ma tête, mais probablement, évidemment, que ça touche à tous les systèmes. Et donc, tous les systèmes lui touchent aussi en rétroaction. Donc, c'est un système qui est assez complexe et aussi qui est affecté par la complexité du monde extérieur, parce que plus on a d'entrées sensorielles, de différentes données, de différentes informations, plus le système est sollicité. Puis c'est ça qui arrive à notre époque. On n'a plus tant de carences. On voit dans les vieilles recettes ayurvédiques des mélanges de ghee, de sucre. Ça, c'est dans le contexte qu'on vit à la campagne. On mange notre nourriture simple de la journée. Puis c'est spécial d'avoir du beurre et du sucre. Et là, ça va venir nourrir notre système nerveux. Mais ici, en Occident ou à l'époque moderne, pour l'instant, ça pourrait changer vite, mais on baigne dans l'abondance.
on a des maladies en excès, plus qu'en carence. Donc, souvent, ça va être plus via l'axe de la modulation de tout ce qui nous arrive, en fait, de toutes les informations, de tout. Donc, on va souvent aborder le système nerveux à plusieurs niveaux, mais on va l'aborder encore plus au niveau plus spirituel ou plus gestion de vie ou gestion de l'horaire, par exemple. On va l'aborder beaucoup de ce côté-là, moi, enfin, dans ma pratique, parce que souvent, les gens, ils ont quand même relativement suffisamment de nutriments. Par contre, ils vont s'acidifier. Souvent, ils vont s'acidifier, ce qui vont leur voler des minéraux qui servent au cerveau, comme on le sait. Donc, ça, c'est les différents aspects. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler au niveau du style de vie de la personne, au niveau aussi de la psychologie. Il y a souvent des éléments qui viennent stresser le système nerveux, des fois qui appartiennent à notre passé, qui appartiennent à notre façon de voir le monde. Donc, des fois aussi, il y a matière à soit faire un travail en psychologie avec la personne, à référer à un psychologue le cas échéant ou à d'autres spécialistes aussi. Il y a des choses qui sont plus dans le subconscient aussi, des choses qui sont moins dans le cognitivo-comportemental, mais un petit peu plus pour des émanations, des choses qui nous viennent. Tu sais, j'ai peur des araignées, bon, j'ai beau savoir qu'ils ne me mangeront pas, j'ai peur quand même. Mais ça se traite avec des trucs, bon, PNL, hypnose, intégration par mouvement oculaire, que sais-je. Bon, chacun a ses voies. Fait que moi, je m'assure, je regarde toute la verticalité de la chose. Est-ce qu'au niveau spirituel, ça va? Est-ce qu'au niveau relationnel, ça va? Est-ce qu'au niveau... Et c'est souvent là qu'il y a les gros morceaux. Ça pèse pas lourd, des petits cachets de calcium quand on a une peine d'amour ou quand on a un stress au travail. Donc, il y a beaucoup de ça qui échappe au physique, si on veut. Puis ensuite, c'est de l'autre côté, c'est de nourrir, s'assurer qu'avec la nourriture, il n'y a pas tous les minéraux qui sont volés. Il y a le thé, notamment, les gens boivent du thé, ils se disent « Ah, du thé, c'est sympathique, du thé, c'est bon pour la santé. » Mais le thé, ça peut, et je distingue ici de la tisane, des infusions. Le thé, la plante Camellia sinensis, c'est une plante qui est astringente, qui nous vole un peu nos minéraux, qui active un peu le système nerveux, pas comme la caféine, mais quand même. Et donc, ça peut être aussi une source de carence en minéraux. Donc, je regarde aussi de ce côté-là si les minéraux sont bien pris. Je ne suis pas fan des suppléments. Le calcium, je le considère quand même dangereux. Je considère que le calcium ne sera pas métabolisé comme il faut. Il va être absorbé, mais il ne va pas être métabolisé comme il faut. Certaines études semblent pointer vers des calcifications, des choses comme ça, notamment même au cerveau ou au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, moi, je vais aller plus vers des plantes nutritives ou des alimentations avec beaucoup de verre ou des choses comme ça. Puis, au niveau des plantes, il existe des toniques. Puis, des toniques, ça s'oppose à stimulant. Donc, le café est un stimulant. Un tonique, c'est quelque chose qui te nourrit peu à peu. Quelque chose que tu prends jour après jour après jour. C'est pas quelque chose que tu dis « Ah, j'ai pris mon tonique, je l'ai dans les veines et puis ça y est, je vais faire ma journée. » C'est plutôt comme... Parce que je prends ce tonique jour après jour, je vais de mieux en mieux. Et lorsque j'arrête le tonique, je reste bien. Tandis que quand j'arrête le café, je pleure. Bien. Donc, je suis parti un peu dans toutes les directions. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que certains profils doshiques sont plus sujets aux troubles nerveux et aux insomnies que d'autres? Et comment équilibrer ça pour eux? Je parie que vous connaissez un peu d'avance la réponse. Vous doutez bien que je vais parler de Vata. Donc oui, Vata est un type doshique qui est plus sujet aux trucs nerveux. Puis la deuxième partie de la question, c'est comment les aider, les personnes très Vata, par exemple, à équilibrer cela. Donc avec des toniques peut-être. Mais... Et d'autant plus sur la saison d'automne, qui est justement une saison d'aggravation Vata. Absolument, oui. Pour la raison que c'est un changement et que le froid... nous arrive et tout. Le raccourcissement des jours aussi il va vers le sombre qui est associé à Vata. Donc Vata, s'il existe encore un de vos auditeurs qui ne saurait pas c'est quoi, c'est un dosha, ou on peut peut-être le répéter parce que parfois on se dit ouais, on sait c'est quoi, mais dans le fond, sait-on vraiment? Un dosha, si on demande à quelqu'un, connaissez-vous l'Ayurveda? Les gens disent oui, puis connaissez-vous les doshas? Oui. Pouvez-vous dire c'est quoi un dosha? Non. Un dosha, pour moi, c'est un principe, c'est un concept, c'est pas une chose. Il y a des choses qui sont reliées au concept, mais le concept n'est pas la chose.
Et pour moi, c'est le principe de mouvement. En fait, ils nous l'ont un peu dit dans les textes ayurvédiques quand ils disaient Yat Chalati Tat Vayu. Bon, il était assez clair, on dit ce qui se meut, ceci est Vata. Donc, un petit plug sanskrit dans votre podcast. Bon. Donc, ça, c'est le mouvement et Vata. Donc, tout ce qui se meut, mais au sens large. Il faut regarder ça au sens large. Il ne faut pas juste voir les voitures qui bougent dans la rue ou ça peut être les nutriments qui traversent votre membrane dans votre intestin. Ça peut être l'information que vous recevez en ce moment qui agite les pensées dans votre cerveau. Donc, les gens de type Vata sont plus sujets aux problèmes neurologiques. Par contre, beaucoup de gens se croient de type Vata parce qu'ils vivent des problèmes neurologiques. Et ça, je vois ça à fond la caisse parce que, en fait, les gens se croient Vata parce qu'on est soumis à des pressions Vata. Donc, c'est souvent Vata qui va être aggravé. Et parfois, moi, j'identifie un type de déséquilibre que je qualifie de trauma. Avant 6 ans, on peut, à mon avis, enfoncer la pédale soit de Vata, de Pitta, de Kapha au niveau de nos comportements et s'en servir comme outil de survie ou de mieux-être quand on est enfant, soit parce que nos parents ne nous ont pas sécurisés. Donc, Vata, c'est le mouvement, mais c'est aussi la vigilance. Donc, moi, j'appelle ça un trauma d'hypervigilance. Soit parce que nos parents nous ont appris à être hypervigilants, soit parce que c'est leur hypervigilance qui les protège, soit parce qu'ils n'étaient pas là du tout, puis on a été obligé d'être un adulte à leur place, soit parce qu'on a vécu... Bon, bref, c'est souvent des manques de sécurité, de confiance qui mènent à des traumas Vata, et c'est ce que je vois le plus souvent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des Pitta, des Kapha, mais qui ont ce que j'appelle un masque Vata. J'en parle un peu sur ayurvedarevolution.com, sur un article qui s'appelle « Masque et trauma en Ayurveda ». C'est quelque chose que je déborde un peu de la théorie ayurvédique classique. J'ai trouvé des traces dans la littérature ayurvédique de ces choses-là. Je l'ai développé un peu avec mon mentor, mais j'avoue que là, je dépasse un peu ce qui est Ayurveda conventionnel. Mais pour moi, ça va sembler prétentieux de dire ça, mais ça parachève le système parce que l'histoire des traumas, je trouve que ça prend beaucoup de place dans mon travail parce que beaucoup de gens, cet aspect psycho-émotif-là est fort, puis vient un peu les accompagner toute leur vie et ça va s'accompagner de symptômes comme des trucs comme la sécheresse, des trucs comme côlon irritable, fibromyalgie, des douleurs chroniques. Donc souvent, les problématiques des maladies chroniques modernes, c'est souvent pour moi lié à un trauma qui est lié à notre façon de se porter dans le monde. Et donc là, je vais distinguer les gens qui sont dans un état Vata. Et ça, pour moi, j'ai cette conversation-là avec tous les gens que je rencontre, qu'on se parle d'Ayurveda de façon convenue. Je pense que on passe vite de Vata, de Pitta à Kapha et on passe vite sur l'Ayurveda. Rapidement, on se dit qu'on a maîtrisé la chose, mais en fait, les principes de base, il faut les creuser encore et encore. Et distinguer la nature et l'état, pour moi, si on ne sait pas faire ça, on n'a pas commencé à faire l'Ayurveda. Donc, il faut savoir est-ce que je parle de ma nature, est-ce que je parle de mon état. Et pour moi, c'est plus important de s'attarder à l'état d'abord. Parce que c'est plus facile, puis parce que c'est plus accessible. La nature, on la découvre. On la découvre au fil du temps. Fait qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui nous écoutent peut-être, qui se disent « Moi, je suis type Vata ». Ils ne le sont peut-être pas. Ils ont peut-être une propension Vata depuis leur jeunesse, ou ils vivent des états Vata depuis leur jeunesse et se croient Vata, mais toute leur corporalité aussi va dire autre chose. Donc là, je vais faire la distinction entre est-ce que je suis devant une nature Vata qui a des problèmes Vata ou je suis devant une nature autre qui a des problèmes Vata lui aussi parce qu'il n'y a que 3 doshas, donc on va tous les visiter, c'est sûr. Même peut-être dans une journée. On va se cogner quelque part, on va avoir mal, on va être un peu fatigué à un moment donné, on va être capable, puis on va être un peu frustré de quelque chose dans notre journée ou légèrement contrarié, ou je ne sais pas trop. Donc, la réponse va dépendre, et je vais répondre rapidement par rapport à une nature Vata. Là, j'irai plus dans la nourriture, j'irai plus dans les toniques du système nerveux aussi, mais de façon plus prolongée, de façon plus intense. Plus on vit un état, et plus notre nature elle est différente. Exemple, moi, je suis une force de la nature, mais j'ai un esprit fragilisé en ce moment. D'habitude, je suis courageux. D'habitude, je suis pas inquiet du tout dans la vie. Je me sens calme, Mais là, quelques décès sont arrivés ou j'ai perdu une relation ou un travail, puis où je me retrouve dans une situation où je suis dans un état
ou je suis né pour être une force dans la nature, mais j'ai eu une enfance très difficile. Donc, à ce moment-là, ça va être plus au niveau psycho-émotif, puis moins au niveau physique. Ça peut l'être aussi, mais par exemple, ces gens-là vont avoir moins toute la corporalité du Vata qui fait que, bon, ils n'ont pas beaucoup de réserves, il leur faut des minéraux constamment, ils n'ont pas beaucoup de réserves minérales, un métabolisme parfois, s'ils sont plus Pitta, plus rapide, donc consommation plus de minéraux. Donc, il y a des choses qui sont très corporelles, métaboliques, qui ont rapport à la nature, puis il y a des choses plus circonstancielles. Donc, la réponse va être aussi à ce niveau-là. Si ça répond un peu. Peut-être que je pourrais vous développer aussi dans des petites choses plus concrètes, mais rapidement, par exemple, au niveau des toniques nerveux, on parle de l'avoine, on parle de la catère, on parle de la bourrache. Moi, je fonctionne avec ça. Je fonctionne pas beaucoup avec calcium, magnésium et compagnie, quoique ça marche très bien parfois, le magnésium surtout. Je préfère fonctionner avec des plantes qui utilisent des dizaines de constituants plutôt que de les prendre un à un. Et je trouve que c'est difficile de créer un équilibre biologique comme ça. Mais c'est une technique aussi qui se vaut, là. C'est pas non plus quelque chose que je réalise. Donc, c'est des toniques que tu fais un peu sur mesure, en fait, suite à une consultation pour la personne. Tu vas mettre dedans ce qui lui convient. Oui, c'est que, bon, tonique nerveux, là, vous pouvez faire une recherche puis trouver tous les toniques nerveux. Et souvent, on va voir des formules dans les magasins qui rassemblent toute la liste des toniques nerveux ou toute la liste des flavonoïdes pour les veines ou pour la vitamine C, Bon. Ce qu'on fait en Ayurveda, c'est qu'on se dit, moi, je regarde pas juste la partie de la plante qui fait mon affaire. Si vous appelez un plombier à la maison, puis que vous avez le calme, puis lui, il aime travailler avec du black metal, puis il va mettre de la musique très fort quand il fait son travail, c'est peut-être pas votre meilleur plombier, mais peut-être qu'il fait très bien la réparation. Par contre, un autre plombier peut venir chez vous, puis ça devient votre meilleur ami, puis vous jouez aux échecs avec, puis vous avez une conversation sur je ne sais trop. Donc, il y a l'aspect qu'on cherche quand on achète une plante, mais il y a aussi tout ce qui vient avec. Et les plantes sont plus complexes que les suppléments et les médicaments. C'est ça qu'il faut comprendre. On a été formaté à comprendre les plantes comme on comprend la médication. Et on prend une plante, on se dit quand je la prends, l'effet est là parce que c'est comme un médicament, l'effet est là pendant qu'il est dans le sang. Et cette plante, elle fait cette chose. Mais en fait, c'est comme une personne, une plante. La personne, elle a son métier, mais elle a toute sa personnalité qui vient avec. Elle a toute son expérience qui vient avec ou ne vient pas avec. Donc, si moi, je regarde les toniques nerveux, exemple, l'ashwagandha, c'est un des toniques nerveux les plus connus, ayurvédiques de surcroît, parce que vient de l'Inde, mais bon, moi, je me sers de plantes occidentales aussi. Mais l'ashwagandha augmente beaucoup Pitta. Et de quelle façon? Ben, ça peut sortir de différentes façons. J'ai une impression que ça sort au niveau humeur. Des fois, les gens deviennent un peu, pas frustrés, mais ils peuvent être agressifs soudainement. Puis, oh mon Dieu, j'ai été agressif. Ils peuvent se surprendre, être un petit peu plus, disons, sur la touche, un petit peu plus rapide, trop prompt à réagir, ou avoir des chaleurs en pleine nuit. Je vois apparaître ça des fois. Et il pourrait avoir d'autres manifestations, peut-être des rougeurs de peau, des choses comme ça, que la personne ne va pas regarder parce qu'elle se dit « Ah, l'ashwagandha, c'est un excellent tonique nerveux. » Puis effectivement, je dors mieux. Effectivement, j'ai plus d'énergie. Et peut-être que c'est très bénéfique pendant quelques semaines ou à un certain dosage, mais un plus haut dosage ou de manière trop prolongée, il faut savoir regarder de l'autre côté. Ah, ben là, il y a Pitta qui va augmenter, le feu, la transformation, et ça va causer, bon, je me réveille la nuit, j'ouvre les couvertures, je suis très prompte, je réponds agressivement à mon collègue ou à mon copain, puis je me reconnais pas. Et si je sais que l'ashwagandha augmente Pitta, ben là, je vais surveiller ces choses-là. Donc, tous les toniques nerveux ne se valent pas, c'est ça que je veux dire. Et un bon thérapeute ou une personne qui fait une bonne recherche va regarder est-ce que ça fonctionne ailleurs. Mm-hmm. Et si ça fonctionne ailleurs, c'est intéressant parce que parfois on a un match parfait. Parfois, ah bon sang, mais j'ai justement tel problème et tel problème et tel problème, puis elle fait tout ça, cette plante. Mon Dieu, que c'est merveilleux. Ben, c'est qu'il y a des portraits de pathologie, tu sais, je veux dire, la nature étant ce qu'elle est, elle a ses contraires, puis bon, notre état, aussi absurde semble-t-il, ben, la nature a prévu quelque chose pour ça. Et voilà, fait qu'on peut regarder, mais pour ça, il faut apprendre l'herboristerie, et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, à mon avis, je crois, se perd en France. Et là, on va se fier de plus en plus à des formules toutes faites sans vraiment les comprendre. Je rebondis sur ce que tu disais, Jonathan, parce que c'est très important. On l'a déjà rappelé à nos auditeurs
qu'il est très important, avant de prendre une plante ou un complément alimentaire quel qu'il soit, de consulter son praticien en Ayurveda, de consulter son médecin, effectivement, parce il peut y avoir des effets cachés derrière les plantes, parce qu'une plante a beau être très naturelle, elle peut avoir des effets indésirables, on va dire, chez les personnes. Hein. Je pense notamment à l'ashwagandha dont tu parlais, qui peut être une plante magnifique si elle est utilisée à bon escient. Oui. C'est généralement mineur, les effets secondaires, mais pour autant qu'on s'en tient aux usages traditionnels. Si on fait des usages qui débordent, qui n'ont jamais été essayés, là, il faut commencer à être prudent. Exemple, il y a un gars qui s'est fait greffer un foie parce qu'il a bouffé trop de thé vert. D'accord. Mais le thé vert, traditionnellement, c'est pas consommé, excepté le matcha. Mais le matcha, les Japonais sont conscients qu'ils font une exception et ils prennent les feuilles très jeunes. Les feuilles très jeunes, elles ont moins de tanins. Donc, elles deviennent un peu plus elles sont un peu moins indigestes. Mais de consommer en interne du thé, vous ne trouverez pas ça dans aucun livre de plantes médicinales de Chine, je crois. À moins, bon, peut-être que quelqu'un me fera mentir, mais je ne pense pas que c'est un usage traditionnel d'aucune façon. Alors, c'est quand les gens improvisent aussi que là, ils viennent dans le danger. Sinon, ça devient plus des inconforts ou des... Tu sais, bon, on va devenir un peu des chaleurs la nuit, mais ça... Puis effectivement, il peut y avoir d'autres dangers, mais ça va être avec plus des conditions médicales graves ou des médicaments très puissants ou certaines plantes, mais qu'on ne retrouvera pas en tablette ou qu'il va falloir concentrer. Par exemple, même l'alcool absinthe, c'était un effort incommensurable de concentrer les constituants psychoactifs, là, mais je veux dire, on sortait de notre chemin beaucoup et on faisait de grands efforts pour arriver à quelque chose de... pour élaborer un peu sur le sujet. Puis, je vous renverrai presque une question, par exemple, que si vous dites d'aller voir des gens, par exemple en France, d'aller voir votre praticien ayurvédique pour une plante médicinale, pour apprendre à les utiliser mieux, puis effectivement, c'est leur métier, puis c'est très bien. Mais que peuvent maintenant les thérapeutes ayurvédiques en France s'ils n'ont pas le droit de pratiquer l'herboristerie? Est-ce qu'il n'y a pas... j'ai l'impression que, bon, il va y avoir moins d'écoles qui vont l'enseigner, donc moins de gens qui vont l'apprendre. Donc, que devient l'étude des plantes médicinales en France et donc que deviennent les praticiens qui peuvent conseiller les gens? Je me pose la question. Un jour ou l'autre, il faudra devenir politique. Et malheureusement, les gens qui font les plantes et ces choses-là, et c'est là que, bon, ça me fait rire parce que la vie me ramène là où j'étais. Je voulais changer les choses via la politique internationale. Et aujourd'hui, je participe à des congrès de santé intégrative où est-ce qu'on finit par se dire, ben, c'est bien beau tout ce qu'on se dit là, mais si c'est pas représenté par des permissions ou par des structures légales ou par des expressions réelles dans la société, ben, c'est très joli, mais on va jouer dans nos plaquerettes, on va jouer comme des enfants dans le parc à côté pendant que les adultes font les vraies choses. Et ça, c'est inadmissible, c'est pas correct. Et c'est nos droits fondamentaux là-dedans là, qu'il faut défendre. Donc, je pense que dans la lutte globale, je pense, pour nos droits fondamentaux, doit figurer l'accès aux plantes médicinales, qui est un héritage non seulement de l'humanité, mais aussi de la planète. C'est-à-dire l'héritage naturel des ressources de la planète et l'héritage d'un savoir aussi, une connaissance. Donc, je pense que tôt ou tard, nous devrons aller aux politiques parce que à chaque fois, on arrive à un plafond de verre, on arrive à quelque chose qui fait que, bon, on est marginalisé et c'est pas la place que ça doit avoir. C'est pas la place que ça doit avoir. Ça a un coût extrême sur nos sociétés parce que du jour au lendemain, même si on ferait même pas le ménage dans les médecines naturelles, si on remboursait les soins de médecine naturelle sans même faire le ménage, je suis convaincu que les soins de santé diminueraient énormément de coûts parce que les alternatives sont parfois immensément moins coûteuses de ce côté. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas le propos, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que le parc dans lequel on joue se rétrécit de plus en plus. Je ne sais pas si au Québec c'est la même chose, mais nous, en France, on est en train d'essayer de créer une fédération justement pour se faire reconnaître au niveau de l'État et pourquoi pas après diffuser ça en Europe pour déjà faire reconnaître la pratique, pour que les mutuelles puissent rembourser également les frais liés à l'Ayurveda. Donc, il y a certaines disciplines qui y arrivent au fur et à mesure, donc on n'a pas dit notre dernier mot et voilà, on essaye de s'unir et
Et le plus important, c'est de garder les usages traditionnels. Parce que si on médicalise, si on scientifise au niveau moléculaire un peu trop, il ne faut pas oublier la science empirique, il ne faut pas oublier l'expérience humaine. Si on rend trop de façon... si on cadre trop la science de médecine naturelle dans le même moule que la science moderne, on va perdre l'essence de ce qu'on fait et ça va être pire encore. Ouais. C'est-à-dire que si on devient officiel, mais que ça devient officiel et que c'est assimilé aux corporations médicales, c'est assimilé au réductionnisme scientifique, c'est assimilé au réductionnisme moléculaire, ça va être pire encore. Donc, pour moi, c'est pas juste d'avancer ça. C'est comme l'environnement, c'est comme toutes ces causes sociales. Il y a toujours quelque chose pour récupérer tout ça. Et ils sont toujours en avance de nous. Ils ont vu les mouvements. Donc, ça va être très important de faire valoir la valeur des usages traditionnels, la valeur de l'expérience humaine, la valeur de la science empirique, qui a une grande valeur. Si toi, la plante est en dehors, ben, elle est en dehors. Je n'ai pas besoin de savoir la molécule. Donc, je peux faire des études cliniques. Les études cliniques, il n'y en a pas. Ça coûte de l'argent. Il faut les financer. Et l'État peut le faire. L'Allemagne le fait avec la commission E. On peut le faire. Mais bon. Fait que ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment. Et donc, il faut continuer la lutte de tous les sens, y compris au niveau légal, tout en veillant à ne pas perdre, pour quelques mots bien ficelés, on pourrait perdre notre particularité, qu'est-ce qui fait qu'on est intéressant. Les naturopathes, sans les écorcher non plus, mais une partie de la naturopathie, c'est un peu... ça n'apporte rien de nouveau à la médecine moderne. C'est l'extension dans les produits naturels de la médecine moderne. C'est bien, mais il y a autre chose à sauvegarder aussi. Voilà, je m'arrête là-dessus parce que je serais... On va revenir à notre sommeil et nos insomnies et au burn-out. Alors, on va parler de sommeil. Donc, on sait que le sommeil, c'est l'un des piliers de la santé. Ouais. Et quelles sont les recommandations en Ayurveda concernant le nombre d'heures de sommeil selon son dosha? Okay. Alors, en Ayurveda, il nous donne pas les réponses faciles. Hein, donc, il nous donne pas de cadre très précis de sommeil. Par contre, on nous dit que les gens de nature kapha, les gens qui sont un peu plus lents, qui ont un peu plus souvent de corpulence, qui sont un peu plus familiales, casaniers. Bon, ça peut être une partie de votre personnalité parce que, comme on le sait, on n'a pas un seul type, on a une combinaison des 3 types à divers égards. Donc, mais les types kapha, donc, ont tendance à dormir plus, ont besoin d'un peu plus de sommeil. En fait, on nous dit qu'ils ont le sommeil plus facile, mais ils sont sujets à des excès de sommeil. Donc, eux, c'est souvent... ils disent après, là, je crois que il me semble que le chiffre, je ne suis pas certain, mais enfin, j'avais conclu en mon fort intérieur qu'on parlait de, si on excède 10 heures de sommeil, moi, souvent, je vais dire des fois 10h30, là, bon, pour laisser une petite marge de manœuvre à mes clients en consultation, mais s'ils excèdent 10h, 10h30 de sommeil, je leur dis, mettez-vous un cadran, parce que là, ça devient improductif. Et on est très clair sur le sommeil diurne, d'éviter le sommeil diurne. Je pense pas que ça vaut pour une petite sieste. Si vous mettez un alarme puis vous vous réveillez ou vous vous réveillez naturellement après 15-20 minutes, on n'est pas dans le même état. Ce que j'ai lu dans les textes ayurvédiques, je l'ai vécu quand je dormais une demi-heure, 1 heure. Plus qu'une demi-heure, là, mais plus qu'une heure. 1 heure le jour, là, ça déboussole. Et j'ai aussi vu des gens d'augmenter leurs symptômes kapha tel que c'était prédit, tel que l'Ayurveda en faisait la prédiction, c'est que si vous dormez le jour, vous allez développer des symptômes kapha. J'ai vu ça chez quelqu'un. Tous les symptômes kapha apparaître, mucus, lourdeur, fatigue, jusqu'à tomber malade avec le système immunitaire. Donc, je l'ai vu dans la vraie vie, entre guillemets, et aussi dans les textes ayurvédiques. Ensuite, Vata, c'est ceux qui ont peut-être le plus besoin de sommeil, mais ceux qui ont le sommeil le plus fragile, ils vont avoir des difficultés à l'endormissement, ils vont aussi avoir parfois les sommeils agités, plus légers. Donc, eux, c'est ceux qui ont besoin de plus faire attention à leur sommeil. Et vous avez le type Pitta qui a un type d'insomnie différent qui va plus raccourcir sa nuit, tendance à se coucher tard parce que très investi dans ses trucs, tendance à se lever puis à partir à partir au galop parce que aussi très investi. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très investis dans leur vie, très investis dans le monde extérieur, dans les projets, et donc, ils ne ressentent pas tant la fatigue. Ils conviennent souvent de 6 à 7 heures de sommeil.
Mais ça, OK, ils peuvent continuer comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans à leur vie même, mais ils seront pas, ils vont avoir un plafond pour monter à leur plein potentiel de santé et ça peut plomber un peu leur santé. Donc, on peut fonctionner avec 6 heures de sommeil, 5 heures même parfois. Il y en a qui le font même avec 4 heures. Mais ça devient difficile pour le cœur à la longue. Mais on peut pas fonctionner de façon optimale dans notre bien-être. Donc, la moyenne de sommeil actuelle dans l'Occident, c'est 7 heures par nuit. Mais dans les années 50, c'était 9,5. Et je le répète souvent parce que, oui, il y a une certaine plasticité dans le cerveau qui fait qu'on peut raccourcir nos heures de sommeil avec la vie moderne et s'en sortir un peu mieux qu'avant. Mais reste qu'on est encore Homo sapiens sapiens. On n'a pas changé tant que ça biologiquement et depuis les années 50. Et ce que je remarque pour moi-même, c'est que si je reste en ville, je vais dormir plus 7, 8 heures si je suis vraiment fatigué de sommeil. Si je vais en campagne, je vais dormir plus longtemps. Si j'ai moins d'ondes autour de moi, si j'ai plus une vie plus équilibrée, ou ce que je vais plus au soleil, ou ce que donc je reçois plus de lumière, plus de sérotonine qui va se transformer en mélatonine, plus d'exercice aussi pour utiliser mon corps. Trop souvent, ben, je fais du bureau, je fais de l'enseignement, donc c'est trop le système nerveux justement qu'on utilise toujours. Il y a besoin d'être équilibré aussi par le physique. Donc, généralement, les pitas vont avoir l'impression qu'ils ont moins besoin de dormir, mais ils ont besoin tout autant que les autres. Les Vata voudraient bien dormir. Ils vont se coucher le nombre d'heures nécessaires, mais ils vont pas nécessairement les dormir. Donc, eux, j'y vais à grand renfort de tonique nerveux, puis on fait très attention aux stimulants. Et les Kappas, eux, plutôt, on va mettre le cadran. On va se dire, OK, eux, ils ont plutôt Et c'est eux qui sont bénis d'une certaine façon, parce que moi, si j'avais à choisir entre il faut me réveiller si je dors trop, puis ou avoir le super pouvoir de pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand, puis profondément, ben, je choisirais ça, puis je me mettrais mon cadran pour me réveiller le matin, puis c'est tout. C'est plus facile à régler, disons, qu'on peut pas mettre un cadran pour s'endormir, c'est dommage, là, ça serait vraiment super. Si on se parle d'insomnie, est-ce que on doit aborder de la même façon une personne qui dort pas de la nuit parce qu'elle a un examen le lendemain, par exemple, qu'une personne qui ne dort pas depuis plusieurs mois? Ben non, absolument pas. Puis les personnes qui ne dorment pas de façon ponctuelle, ben c'est facile, vous allez vous chercher tous ces produits naturels pour dormir, qui sont essentiellement des empilades, des compilations souvent de sédatifs, qui sont pas beaucoup mieux que les médicaments. Vous savez, moi, je suis pas très excité à donner des sédatifs en tant que plante parce que on peut aller chercher plus concentré, ça va être plus efficace. Puis le passiflore, le houblon qu'on retrouve sempiternellement partout, c'est des dépresseurs aussi, ces plantes-là, si on les prend toujours. Donc, c'est des plantes qui sont bonnes de façon ponctuelle. Et quand on est rendu à prendre quelque chose pour dormir, c'est ponctuel. Si vous avez un problème d'insomnie, n'abordez pas votre problème d'insomnie de façon j'aborde l'insomnie, c'est tout, puis je prends une plante pour dormir, puis si ça fonctionne pas, ça marche pas l'herboristerie ou je vais choisir une autre plante. Ça s'aborde de façon holistique. Ça s'aborde comme de façon, il faut faire des efforts. Il faut changer les patterns. Parfois, les choses les plus simples, comme les ballonnements ou l'insomnie ou les brûlements, on oublie à quel point ça peut être difficile. C'est pas parce que c'est un problème simple que c'est facile à régler. Ça peut nécessiter des changements alimentaires, ça peut nécessiter des changements des moments où vous mangez, ça peut nécessiter des changements dans votre maison. Il y a parfois des problèmes d'électrosensibilité. Ça peut mener à des galères assez... si quelqu'un qui est électrosensible, il va mettre du temps avant de s'en rendre compte. Puis ensuite, les solutions ne seront pas à sa portée. Ça peut être de devoir, comme on dit en mauvais français, on dit en bon français, mais c'est sarcastique, on dit grounder, c'est-à-dire mettre à terre l'électricité. Souvent, les buildings à Montréal, c'est sûrement vrai ailleurs, sont mal mis à terre au niveau de l'électricité. Donc, l'électricité passe dans les tuyaux et ça devient des espèces de champs électromagnétiques de fou. Parfois, il y a même des cheminées électromagnétiques sur la Terre qui s'appellent j'ai un blanc, c'est les cheminées de Hartmann. Donc, il y a des gens parfois qui ont la tête en plein sur une cheminée de Hartmann. C'est arrivé, un cas sur 200, peut-être 300 qu'on a eu à faire face à ça. Et ça se détecte avec des appareils. On peut le faire même avec des morceaux de fer à la maison. Il y a une technique
très, très facile pour voir les nœuds de Hartmann à la maison. Donc, des fois, il faut aller chercher loin. Mais presque toujours, je vais recommander des toniques nerveux pendant des mois. Bien sûr, si c'est la période d'examen, si c'est le Père Noël qui arrive demain ou si c'est parce que quelqu'un arrive en avion ou vous partez en voyage ou peu importe, temporaire, mais là, à ce moment-là, vous pouvez vous assommer à coups de mélatonine, à coups de passiflore, à coups de pavot californien. Si c'est ponctuel, ça va. Mais si ça revient votre histoire, ben là, vous allez avoir à faire un travail plus en profondeur. Puis, si vous n'avez pas idée comment faire, un thérapeute peut vous aider, mais là, il faut veiller à est-ce que j'ai de la lumière dans ma chambre le soir? Est-ce que, bon sens, c'est mon conjoint, ma conjointe qui ronfle comme un train, qui m'empêche de dormir. Donc, il faut regarder de façon holistique et voir s'il n'y a pas trop de stimulants, s'il n'y a pas trop de café en fin de journée ou même à partir de l'après-midi. Bon, toutes ces choses. Et si une personne est affectée par un de ces déséquilibres du système nerveux, on a parlé d'insomnie, d'anxiété, de stress, tu dis qu'il faut régler ça effectivement de manière holistique. Là-dedans, on peut aussi mettre des conseils en alimentation qui, la plupart du temps, ont pour objectif d'apaiser Vata. Oui, absolument. Avant de rentrer dans les conseils en alimentation, je vais mentionner au passage, je n'ai pas mentionné les huiles. Ce serait assez important parce que souvent, les gens plus de nature Vata vont avoir la peau sèche aussi beaucoup. Les gens d'état Vata, mais pas de nature Vata, pas forcément, mais ça pourrait faire apparaître la peau sèche. Toute peau sèche est une opportunité. C'est pas juste une peau sèche à rendre hydratée, mais c'est aussi d'appliquer une huile. Et déjà, l'huile sur la peau sèche va apaiser le système nerveux parce que le système nerveux, il termine à la peau. D'ailleurs, le système nerveux, c'est les mêmes cellules souches que la peau. C'est le tube neural qui est formé au début de l'embryon. Donc, la peau et le système nerveux, c'est un miroir. Donc, le massage, le toucher, d'après moi, c'est même encore plus important que l'alimentation. Et les huiles ayurvédiques incorporent des plantes qui sont toniques nerveuses. Donc, on peut prendre des suppléments par la peau. Donc, on sort de la douche, on sort du bain, on s'applique une huile, on a une belle peau et en plus, on se supplémente. Donc, ça, c'est merveilleux, les huiles pour Vata en Ayurveda et tout. Ou l'huile d'Anvantarim ou ne serait-ce qu'une huile de sésame ordinaire, biologique au moins. Là. Et pour l'alimentation, pour faire le pont entre les deux sujets, c'est encore une fois les huiles. Bien sûr que si vous mangez déjà beaucoup de viande, si vous avez déjà fait de l'embonpoint, des choses comme ça, on va pas fuir les huiles, mais on va pas nécessairement non plus s'y baigner. Par contre, avec Vata, souvent, il y a un poids corporel inférieur à la moyenne, il y a de la sécheresse, parfois, il y a beaucoup de gens, peut-être dans la santé naturelle, qui sont végétariens, donc qui n'ont pas les gras animaux. Donc, n'hésitez pas à mettre des huiles. Bon, et mettez des bonnes qualités d'huile. Cherchez plus la qualité de l'huile que la sorte d'huile. Tu sais, est-ce que cette huile-là est bonne? Est-ce que cette huile-là... Lorsque vous avez une bonne qualité d'huile, vous êtes déjà dans les derniers 20% des meilleures huiles. Puis ensuite, bon, que ce soit l'huile d'olive spéciale ou que ce soit... on pourrait discuter de quelle huile est bonne pour qui, mais c'est moins grave que d'avoir une bonne huile de qualité, simplement. Et dans la nourriture, on peut y aller plus en abondance. Fait que si vous mangez des salades, des soupes, des plats en sauce, donc soyez légèrement généreux sur les huiles, ça va apaiser le système nerveux. Puis le système nerveux a besoin des huiles, des corps gras. On peut prendre même en supplément la lécithine de soya qui est utilisée, ou la lécithine il y a peut-être d'autres sources aussi pour le cerveau, des gras qui sont utilisés au cerveau. Il y a aussi, pourquoi est-ce qu'on disait aux gens de faire des cafés, ils appellent ça le bulletproof coffee, ou il y a peut-être d'autres termes où ils mettent des corps gras avec le café. Pourquoi est-ce que les gens, les lendemains de veille, ils vont manger un repas gras? C'est parce que ça apaise le système nerveux. Le gras apaise le système nerveux. Le sucré, le doux en Ayurveda apaise le système nerveux. Je dis sucré, il faut faire attention ici. Ceux qui connaissent l'Ayurveda comprennent. Sucré fait référence à une saveur qui se traduit peut-être mieux par doux. Sinon, on va penser au dessert, mais l'huile, c'est sucré dans ce sens que c'est... tout ce qui a des calories, c'est sucré. Ça peut être réduit en glucides. L'huile peut être réduite en glucides dans le corps. Donc, les huiles de bonne qualité, c'est important. Et ceux qui ne sont pas végétariens, vous pouvez aller vers les huiles, les poissons.
avec des bons gras. Vous pouvez aller aussi avec, il y a des recettes en Ayurveda. L'Ayurveda n'est pas une science complètement végétarienne. OK? L'Ayurveda, la philosophie indienne recommande la non-violence et l'utilisation parcimonieuse des parties animales. Mais l'Ayurveda, c'est même pas dans les textes ayurvédiques en plus qu'on voit ça souvent. Et l'Ayurveda n'a pas beaucoup de recettes avec des trucs animaux, mais parfois, pour les gens, et on les voit apparaître souvent chez les gens qui perdent du poids, qui ont très peu de poids corporel. Et parfois aussi, moi, ça m'est arrivé, puisqu'on n'est pas aussi carré en Inde parfois qu'ici, quelqu'un pourrait être végétarien en Inde, mais recevoir un traitement avec de la viande pour une fois dans sa vie. Tu sais? Ça dépend de l'allégeance, de la version, de la philosophie de la personne finalement. Mais souvent, on va permettre ces choses-là, tout comme, par exemple, mes clients musulmans, je leur fais prendre de l'alcool. Je leur fais prendre des teintures d'alcool. Et ils peuvent tout à fait trouver des justifications dans leur texte religieux pour faire ça. Tant que c'est médicinal, tant que c'est la visée médicinale, c'est absolument correct. Mais il y en a d'autres qui vont choisir de ne pas le faire parce qu'ils choisissent d'être plus rigides. Mais toujours est-il que pour apaiser le système nerveux, les gras, les bouillons d'os, c'est excellent. Donc, sur mon site, j'ai publié une recette de soupe de poulet ayurvédique qui m'a déjà bénéficié dans ma vie. Est-ce que moi, personnellement, je suis végétarien ou pas? J'ai tendance à estomper la question. De facto, je le suis souvent, mais parfois, je ne le suis pas et j'ai cessé de dire que je faisais des entorses à mon végétarisme. Je préfère ne pas m'attribuer le végétarisme, finalement. Je préfère dire je mange généralement pas de viande. Puis bon, je laisse la question ouverte. Lorsque je me suis brisé un os ou lorsque j'avais perdu du poids à cause d'une de ces épisodes où j'ai appris de mes pathologies en Inde, j'avais perdu beaucoup de poids, ça m'a déjà été utile. Mais bref, si vous voulez apaiser votre système nerveux, une soupe, un bouillon d'os, pris en petite quantité, mais souvent des gras provenant de la moelle, parce que tantôt on a parlé que Majja Dhatu, pour faire le lien au début, Majja Dhatu, on parlait que c'est associé au système nerveux. C'est le tissu de la moelle. Donc, de consommer des extraits de moelle, c'est de donner les nutriments en haute dose exactement sous la forme biologique dont le système nerveux a besoin. Donc, pour l'alimentation, c'est surtout les gras. Éviter les stimulants. Éviter les trucs très piquants aussi. Ce qui irrite votre intestin va irriter votre cerveau un petit peu par la bande. Donc, les piments forts. Épicés, oui, mais pas piquants. On peut aller prendre revanche dans le gingembre et le poivre qui ont une saveur post-digestive douce, donc un vipaka doux et non piquant. Donc, ça va piquer en bouche, mais ça ne va pas irriter l'intestin, donc ça ne va pas avoir un feedback négatif sur le système nerveux. Donc, éviter les trucs très piquants, même parfois l'oignon cru, l'ail cru. Vous savez, c'est de là que ça vient dans les ashrams, d'éviter l'oignon, l'ail cru, ces choses-là. C'est pas cuit, ça dérangerait pas, ils savent plus comment appliquer cette règle-là, mais ça excite, moi personnellement même, ça me donne un peu des maux de tête, pas maux de tête, mais inconfort, étourdissement un peu, comme si les vapeurs montaient à la tête. Donc, ça brûle, on peut brûler la peau avec de l'ail cru. Donc, c'est des choses qu'on prend généralement, je crois, quand on est malade puis on veut combattre une infection. Mais sinon, tout ce qui est très piquant, brûlant pour les muqueuses, tout ce qui est stimulant, donc thé, café, gourou, guarana, maté, name it, tous ces stimulants-là, les boissons gazeuses caféinées, l'éphédrine, tout ça, ça va stimuler le système nerveux, mais l'épuiser. Donc, il faut aller plus vers des nourrissements du système nerveux. Et pour se réveiller le matin, souvent, je vais recommander le romarin plutôt que le café. Pour ouvrir une infusion de romarin bien concentrée, va ouvrir l'apport de sang au cerveau et stimuler la circulation sanguine, mais pas le système nerveux. Donc, il ne va pas épuiser le système nerveux. Attention aux gens qui ont de la haute pression, par contre, ça peut nuire. C'est un peu ça dans l'alimentation. Sinon, en terminant, les trucs minéralisés, les légumes verts, tout ce qui contient beaucoup de minéraux est important pour nourrir le système nerveux de calcium, magnésium et aussi les sélénium et compagnie. Et tout à l'heure, tu parlais des huiles en automassage. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, il y a également des soins qu'on peut conseiller aux personnes présentant des déséquilibres comme donc du système nerveux, comme l'abhyanga ou le shirodhara. Comment ces soins permettent-ils d'apaiser justement le système nerveux? Bien, comme je mentionnais, la peau et le système nerveux, à un certain niveau, c'est la même chose.
C'est les mêmes cellules souches. Ils sont en relation étroite au niveau biologique. Il y a beaucoup de autant qu'on étudie aussi les ramifications entre l'intestin et le cerveau. Ben, l'intestin est fait d'une muqueuse, puis c'est un épiderme interne, mais vous avez aussi l'épiderme externe aussi. L'intestin est très innervé, la peau aussi, elle est très innervée, surtout au niveau des mains, des pieds, au niveau des régions génitales, au niveau, bon, il y a certaines zones, des oreilles, tout ça qui sont plus innervées que d'autres. Et donc, ces terminaisons-là nerveuses vont être affectées par le toucher. Et il y a aussi des explications scientifiques. Souvent, je dis à mes élèves, je peux vous donner une piste, mais c'est pas l'ensemble de l'explication. Par exemple, même mon explication sur les cellules souches, elle est que partielle. Et on n'a pas toute la séquence de tout ce qui se passe. C'est pour nous, c'est des éléments de réponse. Ça a du sens. Donc, la peau est une façon d'affecter, et comme l'extérieur, on peut le considérer comme l'extérieur de notre système nerveux. Et donc, on peut pas se toucher le cervelet, mais on peut toujours bien se toucher la peau. Le chirodara fonctionne d'une autre façon. Encore une fois, je pourrais vous donner une explication pseudo-scientifique, vous dire, hey, écoutez, il y a les glandes maîtresses, pinéales, machin, le troisième œil. Mais honnêtement, je crois que ça serait une explication un petit peu inventée en ce sens que la réalité, c'est qu'on n'a aucune idée comment ça fonctionne. Oui, on se doute qu'il y a quelque chose par rapport au troisième œil, on se doute, mais honnêtement, je veux dire, auriez-vous cru que pour avoir l'éveil de votre troisième œil, il faudrait verser de l'huile dessus? Ben, je crois pas. Vous n'aurez pas pris votre bouteille à la maison, versé votre huile sur le front jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose. Donc, je crois pas que personne ait vraiment l'explication réelle. C'est facile après coup de donner des pseudo-explications. En vérité, c'est un mystère à quel point cette huile qui tombe sur votre boîte crânienne affecte l'intérieur de votre cerveau. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que ça se passe au niveau du troisième œil, que ça se passe aussi au niveau des glandes maîtresses, qui sont aussi la version physique du troisième œil. Mais bon, le fait est que c'est sur le front, le fait est que c'est sur la tête, le fait est que les huiles apaisent beaucoup les éléments vata, la nervosité, ces choses-là. C'est des choses qui tombent sous le sens quand on fait l'Ayurveda, mais au niveau scientifique, je peux toujours pas l'expliquer. Et c'est un peu différent que la peau, parce que quand on fait un automassage, là, c'est vraiment, je peux l'expliquer par le toucher, je peux l'expliquer par l'épiderme. Il doit y avoir aussi quelque chose au niveau d'hydrater la peau qui aide les chairs, qui doit aider le tissu nerveux lui-même, et peut-être la sensation qu'on en retire. Ce qui est certain, c'est quand on le fait. Je dirais, allez l'essayer, puis vous trouverez votre façon de l'exprimer, mais c'est sûr que vous allez le sentir. Puis et aussi, c'est de le refaire souvent. Malheureusement, ça coûte cher ici, se faire masser. Les endroits coûtent plus cher, les massothérapeutes coûtent plus cher, les formations des massothérapeutes qui doivent repayer coûtent plus cher, leur loyer à eux coûte... Bon, bref, les huiles coûtent plus cher, donc tout coûte plus cher et ça fait que c'est un peu prohibitif. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se faire masser à tous les jours. Mais faites-vous masser 10 jours d'affilée une fois dans votre vie, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Puis les thérapeutes qui travaillent sur des gens aussi, souvent, ils vont travailler leur douleur corporelle, des choses comme ça. Mais ils seraient surpris de leurs effets thérapeutiques s'ils faisaient 2 massages par semaine pendant un certain temps ou des massages, même idéalement à tous les jours pendant des séquences de 6 à 7 jours. Là, on atteindrait autre chose. Là, on atteindrait plus les pathologies, les organes. Ça commencerait à bénéficier à certains organes du corps. Ça commencerait à bénéficier à certaines pathologies. Donc, il y a le fait où des fois, on va dire aux gens, ben là, on aime expérimenter ça aussi, ou compléter avec des automassages en achetant une bonne huile ayurvédique, puis compléter le travail de votre thérapeute, ou ben, payez-vous une offensive de traitement. Il y a tellement de fric qui circule aussi dans nos sociétés. Je me dis qu'il y a bien des gens qui pourraient se payer ce type de luxe-là. Il y a des gens qui claquent 1000 $, 1000 € dans un restaurant d'une soirée. Ils pourraient bien se claquer 7 massages en 7 jours. Ça leur ferait plus de bien, certainement. Ça leur ferait plus de bien. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que ça affecte le système nerveux directement via la peau. Et en plus, on fait pénétrer les plantes médicinales. Donc, c'est vraiment une méthode très intéressante. Est-ce que mes réponses sont trop longues?
Ah non, je pense que c'est très bien parce qu'au moins très intéressant. Ouais, non, c'est Ok. très bien. On va se parler du burn-out. Alors, Ok. dans notre société qui est très active, on attend des gens qui soient productifs à tous les niveaux, plus particulièrement dans leur vie professionnelle. Et on constate qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes d'un épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out. Est-ce que ce fameux burn-out, ce ne serait pas finalement une accumulation des différents troubles nerveux dont on a parlé, qui sont le stress, l'insomnie, la fatigue chronique? Ouais. Ouais, bien souvent, pour moi, c'est vraiment, simplement dit, c'est vraiment ça. C'est une accumulation, comme tu le mentionnes, de tous nos stress nerveux, de tout ce qui, faut comprendre le mot stress au sens large. Dès que le cadran sonne le matin, il y a un stress. On aurait dormi, mais on se fouette un peu pour étendre le bras, fermer le cadran. Quand on étudie la biologie, le mot stress, il y a des stress positifs. Par exemple, le soleil est tout ce qui fait une impression sur un organisme, puis l'organisme a une réaction. Mais c'est sûr que nous, on est beaucoup exposé dans une journée à ces stress, à ces signaux-là. Ça pourrait être simplement une publicité qui vous rappelle qu'il faut faire vos taxes ce mois-ci. Puis pendant un moment, vous avez un stress. Ah oui, c'est vrai, mes taxes, quand est-ce que je vais les faire? Mais puisqu'il y a une publicité qui vient de passer, je viens de m'en rappeler, peut-être que j'irai penser la semaine suivante, mais des choses qui nous rappellent d'autres choses ou des engagements. Bon, aujourd'hui, je crois pas qu'il y a 200 ans, on était toujours obligé d'avoir un agenda. Aujourd'hui, pour suivre qu'est-ce qu'on a à faire dans une journée, on a besoin d'un agenda. Donc, il y a tout un truc de civilisation ici. Et donc, la réponse, elle n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective et sociale. Ces jours-ci, je ne sais pas comment c'est, je crois pas que c'est pareil en Europe, mais sûrement à un certain niveau. À Montréal, de nos jours, les employés, collectivement, ils exigent plus. Donc, les employeurs sont obligés un peu finissent par s'adapter. On exige de plus en plus des vacances souples, des semaines de 4 jours, chacun y va de son truc. Tu sais. Avant, c'est tu fais la job, puis tu es chanceux d'avoir une job, puis dis merci, puis prends ton trou, puis fais pas trop de bruit. Mais de nos jours, non, moi j'ai telle exigence, moi je veux telle chose, oui, mais moi, la garderie, oui, mais moi, il faut que je parte plus tôt. Donc, taisez-vous, puis suivez le petit train, ça fonctionne plus. Donc, je pense qu'on peut surfer là-dessus aussi, puis aller voir les endroits dans la société où c'est dynamique. Il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme dans l'ancien temps. Il y en a d'autres qui deviennent plus adaptées, modernes. Donc, je pense que les solutions sont beaucoup au niveau social, sont beaucoup au niveau du mode de vie, sont beaucoup au niveau des choix qu'on fait. Et ensuite, on peut aller chercher un peu de marge de manœuvre avec des plantes comme de tonique du système nerveux, avec de l'automassage. Mais si vous faites de l'automassage puis votre vie est un enfer, ça va peut-être vous acheter un peu ça va peut-être vous tenir un peu au-dessus de l'eau le temps que vous trouviez une vie plus commode. Mais on ne peut pas s'accommoder de quelque chose qui est très malheureux puis espérer que l'Ayurveda va compenser. Ça peut servir de fuite aussi. Ça peut devenir une fuite de dire, bon, je fais pas les changements qui s'imposent. Tous les médecins, enfin, surtout au Québec, on nous dirige vers... on dit que c'est une dépression. Mais c'est tout à fait faux, souvent. Et donc, on va médicamenter les gens. Donc ça, c'est un autre dossier, mais c'est presque criminel. Les gens sont fatigués, bon sang. C'est vraiment très facile à voir. Et ils sont déprimés parce qu'ils sont fatigués. Moi aussi, je serais déprimé si j'étais fatigué puis je ne veux pas me reposer. Donc, ici, il y a aussi une espèce je dirais presque de crime pharmaceutique parce qu'en plus, l'évaluation, les médecins ne font pas d'évaluation réelle psychologique. Ils ne sont pas aptes à dire que la personne est vraiment déprimée ou fatiguée. Puis la médicamentation peut avoir des conséquences à long terme. Il y a des gens qui font des psychoses là-dessus. Ça sauve des vies aussi, mais ça fait aussi des psychoses. Donc, tu sais, il faut regarder les choses en face. Ensuite, il y a une classe de plantes qui peut nous aider à nous acheter un peu de corde, comme je dis, mais attention de ne pas se pendre avec cette corde. C'est-à-dire que pour moi, avant même de dire ces choses-là à mon client, je vais m'assurer qu'il est prêt à faire des changements dans sa vie. Parce que sinon, je vais lui acheter une semaine de plus ou 2 semaines de plus d'énergie. Il va dépenser toute son énergie à nouveau et ensuite, il n'y aura plus de solution. Donc, cette solution magique-là, c'est les adaptogènes. Vous en avez sans doute entendu parler. Vous en avez peut-être même fait un podcast sur le sujet. Pas encore. Un autre sur la liste.
Donc, les adaptos, c'est des trucs qui sont toujours des toniques nerveux. Un adaptogène, c'est un concept qui nous vient de la médecine chinoise, qui a été peaufiné par les Russes. Mais il existe des adaptos en Ayurveda. Ça se retrouve surtout sous la classe des rasayana. Rasa ayana qui fait circuler l'essence. Donc, l'ashwagandha, c'est un rasayana. La pâte Chyawan Prash est un kit rasayana. Il y a des rasayana plus chevelure comme le Bringaraj. Il y a des rasayana plus système nerveux comme le Shatavari. Parmi les rasayana en Inde, beaucoup d'entre elles se classeraient pour un adaptogène. Un adaptogène, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça soit tonique du système nerveux. Il faut que ça soit tonique des surrénales. Les glandes surrénales, eux autres, elles s'occupent de sécréter le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça coupe la perte de poids. En passant, il y a bien des gens qui vont allumer sur ça. Ça coupe la perte de poids, ça coupe la récupération, ça finit par créer de l'insomnie. Donc, quand on est dans des périodes qui mènent au burn-out, le burn-out, techniquement, c'est les surrénales. C'est les surrénales qu'on suit. Au niveau médical, un vrai burn-out, il y a moins de gens qui font des vrais burn-out. Maintenant, les gens, ils arrêtent avant de faire le vrai burn-out. Le vrai burn-out, c'est quand vous avez la phase résistance, cortisol, vous tenez bon. À la fin vient la phase adrénergique. Ça, c'est la phase où le téléphone sonne, puis votre cœur bat la chamade, où on dit votre nom, puis vous paniquez. Ça, vous êtes rendu à avoir des shots d'adrénaline dans votre cœur pour vous maintenir. Donc, ça peut arriver quand on tient 2 jours sans dormir ou à la fin. Et là, si on fait un burn-out dans cette condition-là, on est tous bien de faire un burn-out, sinon ça va être la crise cardiaque. À ce moment-là, on peut être à terre pendant 1 an, 2 ans. Les gens, je ne vois plus ça. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont mis en arrêt de travail. Ils sont classés parfois burn-out, mais c'est pas le même genre de burn-out. Ils peuvent s'en remettre au bout de quelques mois, quelques semaines, s'ils font attention, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout, au bout. C'est comme, les gens apprennent à crasher peut-être avant de se rendre au point où ils cassent. J'ai cru observer ça, que les burn-out sont moins difficiles, mais restent quand même très difficiles et souvent nécessitent un changement de vie. Fait que là, souvent, je vais donner des adaptogènes. Fait que ça va soutenir le système nerveux, les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins, surrénales. Et ça va nous faire régresser dans toute la phase, je suis correct, je rentre en résistance, ça c'est une phase très longue, et la phase adrénergique, ça nous ramène dans l'échelle du burn-out. Donc, c'est là où je vais recommander Et c'est là que je regarde les doshas de la personne. Si, par exemple, la personne n'a pas d'excepita, l'ashwagandha, c'est un bon cas. Le shilajit aussi, qui est dur à obtenir, par contre. Le shilajit que je vais souvent mixer avec l'ortie ou le guduchi pour éliminer l'acide urique. L'ortie est un excellent... l'ortie manque un peu le côté système nerveux. Souvent, ortie et avoine, je vais les mélanger. On peut mélanger en accident ortie et avoine. Je trouve que ça fait... Ortie est très bon pour les surrénales, avoine très bon pour le cerveau. Les deux ensemble, je les considère bien adaptogènes. Il y a des caractéristiques précises pour adaptogène. Il ne faut pas que ça soit toxique. Il faut pouvoir le prendre à très long terme. Des choses comme ça. Et du coup, donc, tu recommandes les adaptogènes et en termes de vie, qu'est-ce que tu leur recommandes? Parce que tout le monde ne peut pas changer de vie, donc c'est un bon conseil. Souvent, quand les gens sont stressés, fatigués de leur travail, de leur dire de quitter le travail et peut-être se remettre en question. Mais sinon, est-ce qu'il y a des petites techniques à mettre en place, des petits rituels qui pourraient aussi les aider à peut-être s'apaiser Je veux dire un mot parce que, en fait, justement, je rends ce chapitre-là... je pense pas que c'est une équation. Il faut approfondir l'équation quand on se dit ma vie ne me convient pas, mais je peux pas lâcher mon travail, donc finalement je vais rien faire, puis sur les côtés, je vais faire des choses. Je pense pas qu'il fallait penser comme ça, et ce n'est pas le type de recommandation que je fais. Je vais jusqu'au fond des choses. C'est-à-dire que s'il faut que tu fasses un changement de carrière dans ta vie, je vais aller jusqu'au fond des choses avec toi, puis je vais aller jusqu'à tout ce que ça représente. Donc tu les accompagnes sur ça aussi. Mais oui. Ou sinon, je vais trouver quelqu'un pour les accompagner. Moi, j'ai développé une certaine aptitude à faire ça, puis les gens ne ressentent pas le besoin d'aller ailleurs pour ça, mais si, je fais aussi un coaching, quoi. Puis c'est important, puis justement, il faut aller plus loin que ça. Justement, c'est ça l'équation à résoudre. C'est comme, là, tu as une job, tu peux pas la changer, mais en même temps, ta vie, elle est pas bien. Donc, quoi? Et là, c'est important comme question, et ça peut être des questions qui se résolvent en 10 ans. Si tu as au moins l'espoir que ça va changer aussi, ça peut aider. Ou des fois, tu
tu supportes une patronne ou un patron qui est vraiment irascible, puis ça joue avec tes dynamiques parents-enfants quand tu étais jeune, puis tu t'embarques émotionnellement, puis des fois, il faut juste sortir, c'est tout. T'sais. Donc, c'est pas une question que je passe rapidement, puis je dirais qu'elle est beaucoup plus importante que le reste, parce que si t'es trop stressé puis t'as pas le temps, t'as même pas le temps de faire tes routines. Puis souvent, c'est ça le truc, c'est que la routine, elle est bien belle. OK, il faudrait que tu fasses l'exercice. OK, il faudrait que tu t'appliques de l'huile. OK, il faudrait que tu ci, OK, il faudrait que tu ça, mais t'as pas le temps. Donc, on commence par là. On commence par t'as pas le temps. C'est ça ta maladie. T'as pas le temps. Il faut guérir, t'as pas le temps. Il faut que t'aies le temps. Et ça, parfois, ça demande à guérir d'autres choses. Donc, ça nous amène dans des grosses questions. Mais c'est justement là où il faut prendre les choses au sérieux. L'Ayurveda, c'est pas des confettis qu'on lance sur sa vie. C'est un truc qu'on ramène de bas en haut. Donc, après, pourquoi il faut faire de la place dans sa routine? Ben, souvent, les automassages, les applications d'huile, au moins 2 fois semaine à peu près, ça va faire des gros changements pour les gens, ou d'aller se faire masser au moins 1 fois par mois, minimum. Ça peut être une habitude de vie qu'on prend. Au niveau alimentaire, ça peut être de simplement diminuer les stimulants. C'est drôle, mais si on est moins épuisé, il y a un peu aussi... Bon, on peut diminuer les stimulants pour faire une phase de transition, ce qui nous permet de dormir mieux, ce qui nous permet d'avoir moins besoin de stimulants. Donc, souvent, c'est des spirales. Il faut identifier les spirales, les cercles vicieux, puis transformer ça en cercle vertueux. Et c'est l'inversion de cette spirale-là qui est difficile. Donc, c'est de regarder c'est quoi la dynamique qui fait que tu peux pas te lever le matin. Il est où le début? C'est un peu comme une enquête, puis faire, OK, ben là, je peux pas me lever parce que je me couche tard, mais je me couche tard parce qu'il faut que je travaille tard, puis je travaille tard parce qu'il faut que je paye telle affaire, puis Bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les gens, souvent, ils l'ont fait, cette équation. Ils sont arrivés à un point où, donc, ça sera pas facile. Et au début, peut-être que je vais ressortir des solutions qui ont déjà regardé, qui ont dit, ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et des fois, je vais leur dire, ben, tu vas réessayer et peut-être que tu vas réussir cette fois. Et des fois, les gens sont comme, ouais, mais bon, j'ai vécu, là, avant que tu arrives dans ma vie, moi, j'ai tout essayé ça, puis ça fonctionne pas. Moi, je suis désolé, mais tu n'as pas réussi, fait qu'on va réouvrir ce dossier, puis on va regarder, puis on va peut-être trouver ensemble. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que, bon, après, il y a une tonne de choses qu'on peut faire dans la routine pour s'aider. Mais pour le système nerveux, dans les routines, c'est surtout l'oléation, les applications d'huile, les automassages, parce que tout ce qui touche la peau, c'est beaucoup d'avoir un rythme aussi, d'apprendre à respecter son rythme. Donc, de pas mettre, on n'est pas un robot, hein. Cette semaine, je peux pas planifier chaque heure de ma semaine, dire, là, je vais avoir envie d'aller jouer au badminton, là, je vais avoir envie d'aller voir un ami, là, je vais travailler, là, je devrais avoir faim entre telle heure puis telle heure. Ça se passera pas comme ça. Et après, je vais me sentir mal, puis je vais me dire, bon sang, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis trop ci, je suis trop ça. Donc, il faut, je pense, repenser un peu ces journées, même nos relations sociales, repenser les exigences qu'on s'impose, parfois combiner. Est-ce qu'il y a une activité qui pourrait pas combiner à la fois le sport, le plein air, les amis, la famille? Tu sais? Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut être inventif, il faut se trouver des trucs. Par exemple, en gros, pour Vata, il faut simplifier. Il faut simplifier. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Oui, mais en Ayurveda, ils disent qu'il faut manger toujours la nourriture fraîche, cuisinée il y a 5 minutes. Oui, mais toi, ta vie est un enfer si tu ne manges pas un peu de congelé. Tu sais. Parce que ou tu vas manger de la nourriture très mauvaise sur la route, puisque tu as dit non à faire congeler ta nourriture maison. Donc, la rigidité, ça c'est très Vata d'ailleurs, n'a pas sa place. Il faut le pragmatisme. Et souvent, les Vata, ils se mettent d'autres règles. Et l'Ayurveda et le yoga, ça peut être une façon de s'ajouter des règles. On a les 10 commandements, bon, ça va, mais ça, c'est bien assimilé. Bon, c'est pas assez, on va s'en donner d'autres, tu sais. Donc, les 14 heures de jeûne par jour. Telle huile plutôt qu'une autre. Donc, on cherche, on va à la pêche aux règles. Et ça nous rassure, parce qu'on rajoute des règles et là, ça nous encadre. Mais on veille pas des fois à ce que ces règles-là nous servent, nous redonnent de l'aisance. En fait, pourquoi on les fait? Quel est le but? Donc, avec Vata, moi, j'irais vers des choses qui nous simplifient la vie.
J'irais avec se réchauffer aussi. Il faut regarder les gunas, les 7 gunas de Vata, tu sais, par exemple, léger, rugueux, subtil, mobile, froid, clarifiant et tout. Donc, regardez c'est quoi l'inverse de ça. Donc, le sec, au sec, on va poser les huiles, on va faire attention avec le chauffage, on va s'appliquer un peu plus d'huile. Mais on va mettre du chauffage au début de l'hiver parce qu'il faut pas se laisser avoir froid puis faire du déni, dire oh non, déjà le chauffage, non, non, je vais pas en mettre, je vais économiser l'environnement, la planète. Oui, l'environnement ira pas mieux si on se sauve un euro puis on se glace dès le début de l'hiver. Donc, il faut se nourrir de chaleur, il faut pas se laisser avoir froid, il faut pas se laisser être sec. Si vous avez la bouche sèche, on peut prendre de l'huile en bouche à jeun, directement comme ça au lever, au coucher. Une bonne cuillerée à table d'huile, ça peut hydrater l'intérieur, ça va aider à aller à la selle, ceux qui ont la sécheresse à l'intérieur. Manger des soupes, quand on a envie de manger des soupes. De manger chaud, de manger onctueux, d'aller mettre de la sauce, être généreux en sauce. Toute chose étant égale par ailleurs, là, si on n'a pas des problèmes, si on n'est pas un peu à la diète de l'autre côté. Auquel cas, les proportions peuvent être jouées. On pourrait y aller en plus petites proportions. Donc, c'est un peu ça que je vois là, pour le truc quotidien. Puis d'avoir un rythme de vie, tu sais, qu'on peut faire les choses, qu'on s'exige pas trop toujours, peut-être, OK, ben cette semaine, je vais peut-être pas passer le balai chez moi parce que j'aimerais ça passer le balai chaque semaine, mais cette semaine, bon, ben il y aura un peu plus de poussière cette semaine, mais en revanche, je vais prendre ça cool aujourd'hui, puis je vais avoir du repos. Tu sais. Donc, c'est de peut-être simplifier sa vie un peu. Regarder qu'est-ce qu'on peut faire peut-être plus tard, qu'on a trop pris de choses cette année, se garder de la marge de manœuvre, se dire ben peut-être qu'à l'automne, je serai pas capable de travailler à temps plein, de faire un cours de ci, de ça, parce qu'à l'automne, souvent, je suis fatigué. Plutôt que de prendre un horaire très chargé, puis ensuite d'arriver à l'automne, puis de dire ouais, effectivement, j'ai pas l'énergie pour. Fait que c'est malheureusement des fois presque trop simple, puis c'est des choses que on aurait envie, tu sais, d'avoir un. Oui, il y a des petits trucs magiques en Ayurveda, mais les petits trucs magiques qui viennent nous aider lorsqu'on a débloqué les grandes lignes dans notre vie. Et parfois, on passe à côté de ça, puis on voudrait absolument se formater pour convenir à notre travail, à notre société et tout. Mais parfois, c'est l'inverse. Il faut changer notre contact avec la société. Il faut aller vers d'autres sociétés ou d'autres organisations humaines. On n'a pas le choix. On arrive à la fin de l'épisode et on a justement, tu viens de nous parler des routines, on a justement nos petites questions rituelles dans le podcast. Oui. Quels sont tes rituels à toi pour bien dormir, pour prendre soin de ton système nerveux? Ben moi, je me drogue à une plante, en fait, antidrogue, qui est la scutellaire. La scutellaire, qui est une plante qui apaise la suractivité mentale, mais aussi qui nous fait sentir notre fatigue parce que j'ai tendance à... Moi, j'ai beaucoup d'intérêt intellectuel. Je vais avoir tendance à m'emporter dans le monde des idées le soir, comme tout le monde, puis aussi les plaisirs de l'écran. Bon, moi, je suis pas très documentaire. Je suis plus documentaire et reportage que fiction, mais n'empêche que je vais passer du temps devant un écran pareil. Et donc, la scutellaire m'aide à sentir ma fatigue un peu plus facilement. Donc, c'est une béquille parce que si je le faisais plus moi-même, si je m'éloignais plus des écrans, par exemple, le soir, bon, mais connaissant ma faiblesse, ben ça vient m'aider un peu. Ensuite, j'aime bien utiliser les neti puis les huiles Nasya. Je trouve que le neti, il faut l'utiliser avec des huiles aussi, c'est-à-dire mettre de l'huile, parfois même avant dans le nez si on a le nez sec, parce que ça l'hydrate certainement pas. Ça vient de l'eau salée, ça vient un peu assécher quand même. Donc, de toujours appliquer des huiles dans les narines. Après, je le fais parce que moi, je suis sujet aux sécheresses, je suis sujet aux inflammations de l'ORL. C'est parmi mes faiblesses personnelles. Qui s'explique par ma nature, Pitta Vata, donc des zones de faiblesse plus comme d'inflammation, la zone ORL, les oreilles, tout ça avec Vata. Donc, j'ai découvert une certaine cohérence avec où est-ce que mes symptômes, bon, j'ai des lunettes, les yeux pour les natures Pitta, des choses comme ça. Donc, on voit que mes faiblesses sont là où ils devraient être par rapport à ma nature.
Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends jamais de stimulant. D'ailleurs, il faudrait que je termine mon petit espresso avant midi parce que sinon, je ne vais pas respecter ma règle. Je prends jamais vraiment de stimulant en après-midi. Que fais-je d'autre? J'essaie d'introduire du sport à tous les jours, ne serait-ce que quelques exercices, étirements, push-up, sit-up, un peu de yoga. J'essaie d'en faire à tous les jours. Je réussis pas. Mais j'y pense. Et parfois, je le fais. Quoi d'autre? C'est imbriqué aussi dans mon alimentation, qui est faite en gros pour ma nature, plus davantage Pitta Vata. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, une plante médicinale. Les huiles, parfois, là, ça va commencer. Là. Il y a beaucoup de chauffage électrique à Montréal. Quand embarque le chauffage électrique intensément, là, je ressens le besoin d'appliquer des huiles. Sinon, j'ai une peau un petit peu plus grasse quand même. Mon Pitta domine mon Vata. Donc, j'ai pas souvent l'opportunité de mettre des huiles. Par contre, l'hiver, ça me fait beaucoup de bien. Puis, quand je prends le temps de le faire, ça m'aide beaucoup. Puis, je commence à le faire au mois d'octobre-novembre. C'est un peu ça mes petites routines personnelles à Jonathan. Très bien, c'est noté. Et quels sont tes projets pour les mois et années à venir? Bien, pour les prochains mois, il y a eu beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne sais pas en français ça serait quoi le terme, mais en anglais on appelle ça du shadow banning. C'est c'est pas une censure pure et dure, c'est simplement les sites qui ont été beaucoup diminués dans les moteurs de recherche Google. Coïncidence, Google se lance en pharmaceutique cette année. Et j'ai vu toute une liste de sites qui ont été baissés de 75% de trafic. Et c'est arrivé à mon site Ayurveda Révolution, donc ça m'a un petit peu démotivé à faire le développement web parce que, bon, c'est un peu décourageant lorsqu'on monte les échelles doucement, on réussit à monter en trafic, puis pouf, on perd 3/4 du trafic, c'est très décourageant. Et puis, j'en ai presque la preuve parce que j'ai toute la liste des sites qui ont baissé de 75% depuis c'est les mêmes périodes, les 3-4 derniers mois. Ça s'est parlé aussi beaucoup sur YouTube. J'ai vu ça aussi en journalisme indépendant. Donc, moi, ça m'a éloigné un peu des projets de développement web. Donc, ce que je vais faire pour les prochaines années, j'ai plus l'intention de développer vraiment, de me concentrer sur tout ce qui est qu'on fait déjà au centre à Montréal. Donc, développer les formations, développer les moyens didactiques, les trucs plus imagés. Donc, compléter la formation, on donne une formation professionnelle à Montréal, puis on invite même les gens de la francophonie un peu partout dans le monde à venir parce que presque chaque année, on planifie un intensif l'été. Donc, les gens viennent de l'extérieur, suivent les formations en intensif jour après jour plutôt que de week-end. Donc, ça, c'est au centre Espace Ayurveda. Fait que pour l'instant, je vais investir plus ma présence au centre. Et puis, pour rebondir les années futures dans des projets plus de livres et tout. Quoique je poursuis mon contact aussi avec un centre en Inde qu'on a prénommé Révolution Ayurveda. Bon, ça va être confondant avec Ayurveda Révolution. Mais on cherchait des noms, puis tous les noms sanscrits ont déjà été pris, puis ils se ressemblent tous à un certain point, puis ça devenait redondant. Puis on a vraiment essayé de trouver mieux, mais on a fini par prendre ça. Puis c'est un centre que je chapeaute un peu. On voulait que j'en sois propriétaire aussi là-bas, mais j'ai refusé. Je voulais pas poursuivre en business. Mais je demeure de façon tout à fait organique. C'est un peu mon centre. J'y vais, je peux passer des commentaires sur les médecins même. Dans le fond, je suis très accoquiné avec le propriétaire. Et en même temps, ça me permet d'avoir les yeux, parce que c'est très difficile de référencer des gens en Inde. Soit qu'il y a un problème au niveau soit que le médecin est un peu dégriffé, soit que le centre est très léché, mais le médecin n'est pas très... disons, c'est un peu plus... il va vous faire des choses cute, mais ça va pas être efficace. Ou soit que c'est un médecin super efficace, mais il est dans un endroit délabré au fond d'un rang quelque part, puis j'enverrai pas nécessairement des clients de tout genre là-bas. Donc, il y a tout le temps quelque chose. Ça, c'est les thérapeutes, parce que les thérapeutes en Inde, c'est un métier très bas de niveau. Donc, souvent, c'est des jeunes très désinvestis, aussi impliqués que la personne qui fait vos boulettes chez McDonald's.
Donc, c'est très difficile de se trouver des thérapeutes vraiment investis en Inde. Là. C'est des perles quand on les trouve. Donc, pour toutes ces raisons-là, ben j'ai fait une collaboration. Fait que je poursuis un petit peu. J'essaie d'y aller une fois par année à Kovalam, là, près de Trivandrum, la capitale du Kerala. J'ai un ami donc qui a un centre là-bas. Puis c'est un peu comme mon jouet, un jouet important, là. Je veux dire, je le prends au sérieux, mon jouet, mais c'est fait de façon... bon, j'ai pas d'argent impliqué là-dedans et tout, là, donc pour moi, c'est beaucoup plus relax. C'est un beau projet. Oui, effectivement. Je vous invite d'ailleurs. Je viendrai faire un podcast spécial depuis la clinique. Avec plaisir. C'est une très bonne idée. Si on en a l'occasion, oui, ça serait un grand plaisir. On arrive à la dernière question de notre podcast, qui est l'instant de gratitude. Oh. Alors, qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Oh là là. Alors, je vais remercier... je remercierais un peu comme dans la prière d'Anvantarim. On dit... on remercie, dans le fond, l'Advantarim qui représente la divinité, qui représente tout ce qui est médicinal. Donc, je voudrais d'abord remercier la création pour d'avoir farci le monde de toutes sortes de choses médicinales. En fait, tout est médicinal si on sait l'employer. Donc, d'abord, je pense que les premiers remerciements vont à la création, Dieu, la nature, appelez ça comme vous voulez, d'Advantarim. Ensuite, mes remerciements iraient à toute cette chaîne humaine d'amateurs et de professionnels, de mères et de pères de famille, de yogis, d'explorateurs, de toutes sortes de monde qui ont bâti, dans le fond, toute une gang d'humains à avoir construit l'édifice de la santé naturelle. Donc, c'est sûr que je peux remercier en particulier les maîtres ayurvédiques et tout, mais il y a tout un édifice de gens derrière ça. Il y a toutes sortes de gens de toutes sortes de classes. Donc, les thérapeutes, puis les gens qui ont pris la peine d'explorer la santé naturelle, pour moi, je les remercie tous et toutes autant. Et ensuite, peut-être mes professeurs, mes premiers mentors, par exemple, même en herboristerie, ça a été autant pour moi des mentors que comme des femmes comme Caroline Gagnon, des femmes comme Valérie Lanto-Bédard, qui étaient les fondatrices de Flora Medicina, qui est une école d'herboristerie de très haut niveau au Québec et dans le monde d'ailleurs. Donc, ça a été mes premières mentors. Et ensuite, en Inde, il y a eu les docteurs Kannan, docteur Shankar, qui ont été mes mentors principaux. En particulier, ces gens-là, ça a été grâce à eux que j'ai eu vent de toutes les autres personnes au fil des millénaires qui nous ont apporté cette science. Voilà. Super. Je pense que ça fait le tour. Je vous remercie, vous aussi, de faire votre travail. Vous avez une belle tonalité, puis c'est quelque chose qui est encore méconnu, qui a beaucoup d'intérêt public, mais qui est encore tout nouveau pour bien des gens. Puis voilà, il y a toute une place pour le travail que vous faites. Merci à toi pour ta participation et d'avoir répondu oui à notre invitation. Merci beaucoup, Jonathan. Pour les personnes qui veulent te retrouver, tu peux rappeler peut-être les coordonnées de ton site internet? Oui, c'est www.ayurveda-revolution.com. Et vous pouvez y aller si vous voulez un jour me consulter, vous voulez visiter notre centre. C'est le centre Espace Ayurveda, espace comme l'espace dans l'univers, Ayurveda, vous savez l'épeler, .ca. Donc, espace.ca. Puis, je fais aussi des consultations via Skype. On utilise le système Skype pour les consultations à l'étranger. Donc, s'il y a des gens de France qui veulent me consulter à Montréal, possible. Et voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Jonathan. À très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si, comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!